Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici arrivés à la dernière capsule vidéo de cette première semaine de cours. Elle sera consacrée à vous présenter un certain nombre de modèles de classification des représentations visuelles, des représentations analogiques. Alors, la première classification que je peux vous montrer est une classification assez classique. Vous la voyez s'afficher à l'écran. Il y a deux grands types de classification traditionnellement qu'on repère dans la littérature, une classification structurelle et des classifications fonctionnelles. Alors, quelle est la différence entre les unes et les autres? Les classifications structurelles se caractérisent par le choix de critères internes à la représentation elle-même. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à comment la représentation est construite, quels sont les, les, les sens qui sont touchés par ces représentations, qui permettent de les appréhender, quels sont les matériaux qui constituent ces représentations, etc. De l'autre côté, du côté des classifications fonctionnelles, on s'intéresse au rôle qu'ont ces représentations dans notre vie de tous les jours, dans nos systèmes d'information ou, plus particulièrement pour nous, dans les processus d'apprentissage de nos apprenants. Alors, je vais vous donner quelques exemples de critères utilisés pour les classifications structurelles. La première, c'est le premier de ce critère, c'est les échelles d'iconicité. Vous vous souvenez qu'on a dit, et que je vous ai longuement expliqué, que les représentations visuelles étaient, contrairement aux signes linguistiques, des représentations analogiques et non pas arbitraires. En disant qu'elles étaient analogiques, je vous ai expliqué que ça voulait dire que la représentation ressemble à ce qu'elle représente. Selon qu'elle ressemble plus ou moins fort, selon que l'isomorphisme est plus ou moins grand, eh bien, on peut classer, et les auteurs comme Abraham Moll, par exemple, dans les années 70, Abraham Moll avait proposé des échelles d'iconicité en 14 degrés, en disant, ben voilà, euh, on part d'une maquette, une maquette 3D par exemple, c'est une représentation, mais elle ressemble relativement fort. Aujourd'hui, la réalité virtuelle 3D en 3 dimensions a un degré d'iconicité relativement élevé par rapport à un dessin, par rapport à un schéma, par rapport à une caricature. Un autre type de classification structurelle est basé sur les sens. Quand on vous parle, ou quand on vous parlait jadis d'audiovisuel, ben ça voulait simplement dire qu'effectivement, on avait des représentations qui étaient audio, sonores, ou bien visuelles, visuels animés ou visuels fixes, etc. Mais donc les caractéristiques sensorielles et les registres sensoriels, comme on les appelle, qui sont touchés par les représentations, sont un critère structurel interne à ces représentations. De même, euh, support physique, est-ce que c'est du crayon, est-ce que c'est de la vidéo, est-ce que c'est de la photographie, est-ce que c'est de la réalité numérique? On peut classer les représentations visuelles de cette façon-là. On peut les classer aussi selon le critère des représentations arbitraires ou analogiques, des représentations discrètes ou des représentations continues. Voilà des critères utilisés pour ces classifications structurelles. Ce qui est important, et ce qui est extrêmement important dans cette classification structurelle, c'est qu'on commence à s'intéresser à ce qui est propre à la représentation, ce qui la constitue comme caractéristique propre. Quelles sont ces caractéristiques à elle en tant que représentation? Et pourquoi est-ce important? C'est parce qu'on s'est rendu compte assez vite qu'effectivement, on ne traite pas l'information sonore comme l'information visuelle, on ne traite pas l'information fixe comme l'information qui est animée, on ne traite pas cognitivement l'information écrite, le langage oral parlé, mais écrit, mis en page, mis en texte. On ne le traite pas de la même façon qu'une image, qu'un schéma ou qu'une image analogique. Et donc cette classification laisse une certaine place
à des considérations de traitement de l'information en termes de processus cognitifs, et ça c'est extrêmement important. Le deuxième type de classification sont les classifications fonctionnelles. Ces classifications fonctionnelles, elles s'intéressent au rôle de la représentation dans un processus d'information, dans un processus de formation, dans un processus d'apprentissage. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus aux caractéristiques propres de la représentation, mais on s'intéresse à ce qu'elle est capable de faire, à ce qu'elle est capable de soutenir comme activité. Voilà, vous allez voir, quelques rôles et quelques fonctions didactiques des représentations visuelles. C'est d'abord un rôle attentionnel, ça soutient l'attention. Le rôle peut être explicatif, elle permet d'expliquer un certain nombre de processus et de phénomènes. C'est le cas des animations, c'est le cas de nombreux schémas, c'est le cas de nombreuses vidéos. La représentation visuelle peut aider à la rétention de l'information, elle peut aider à organiser de l'information. Les cartes conceptuelles, par exemple, vous aident à structurer l'information, à organiser les choses importantes sous forme d'un réseau de nœuds liés par des liens d'application. Il y a donc un certain nombre de fonctions qui peuvent être assumées, qui peuvent être jouées par les représentations visuelles. Et ce sont ces fonctions qui donnent lieu à des classifications fonctionnelles. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième classification, beaucoup plus récente, qui est la classification d'Arras. Je dis deuxième classification parce que celle-ci est complètement différente des deux précédentes. Elle nous permet vraiment de changer de paradigme, et donc c'est un second paradigme de classification. Darras est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'éducation aux médias, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le dessin d'adultes et sur le dessin d'enfants, et lui propose deux types de représentations particulières, des représentations qu'il appelle mimétiques et qui pour lui relèvent de ce qu'il appelle la pensée visuelle. Ces représentations mimétiques, il les appelle des similes. Ce sont des termes que vous retrouvez de toute façon dans le cours et dans l'article qui accompagne cette vidéo. Et puis, il oppose ces représentations similes, ces représentations mimétiques, à des représentations qui sont figuratives. Les représentations figuratives, ce sont des représentations comme les schémas, plus ou moins abstraits, plus ou moins enrichis, plus ou moins détaillés. Cela peut être des pictogrammes, mais il fait une stricte opposition entre pensée figurative et pensée visuelle. Alors, les similes, quelles sont leurs caractéristiques fondamentales? Les similes, ils sont analogiques, ils ressemblent aux images perceptives, ce que les psychologues appellent des percepts, et donc ils fonctionnent selon le mode de notre propre perception sensorielle et visuelle. Ça veut dire qu'au fond, les représentations mimétiques sont bien sûr analogiques, et la représentation visuelle ressemble très fort à l'image perceptive qui s'imprime sur notre rétine lorsque nous voyons l'objet qui fait l'objet de la représentation. Autrement dit, entre l'image visuelle, notre image perceptive que reçoit notre cerveau, et la représentation visuelle analogique photographique par exemple, il y a énormément de similitudes, il y a énormément d'isomorphisme. C'est pour ça qu'il dit, ce sont des représentations mimétiques, elles ressemblent à ce qu'elles représentent, ce sont finalement des représentations iconiques, ce sont des représentations analogiques au sens auquel vous êtes habitués d'ailleurs, parce que c'est vraiment le sens traditionnel des classifications peirsiennes par exemple. Les représentations figuratives, au contraire, ne fonctionnent pas du tout à la perception. Que nous dit Darras? Il nous dit, voilà, il y a un certain nombre de représentations visuelles qui ne représentent pas ce que l'on voit, mais qui représentent ce que l'on sait de l'objet représenté. La représentation comme un schéma, comme un pictogramme, eh bien ces représentations, ce sont des résumés cognitifs. C'est une mise en dessin des traits caractéristiques que l'on sait
que l'objet doit avoir pour qu'il puisse être reconnu comme cet objet-là. Un chien, pour pouvoir être reconnu, doit être un animal à quatre pattes avec une queue qui éventuellement qui aboie, qui amue la queue quand il est content. On a un certain nombre de traits caractéristiques qui pour nous définissent ce que c'est qu'un chien et la représentation figurative dessine ce que l'on sait du chien et ce qui nous permet de reconnaître le chien dans un dessin. C'est pour ça qu'il nous dit que les représentations figuratives sont en lien avec l'activité cognitive, qu'elles procèdent d'une reconfiguration, donc d'une réorganisation du matériel cognitif, et c'est donc très proche d'un prototype et très proche d'une pensée conceptuelle, donc de nos images mentales, dont certaines prennent effectivement la forme d'une représentation analogique. Alors, pourquoi nous dit-il que c'est un prototype? Parce qu'en gros, un résumé cognitif, c'est ce que culturellement nous savons de l'objet, ce qu'on nous a appris depuis tout petit à travers les imagiers, les livres d'images, à travers les dessins que les enfants colorient à l'école, etc. Et je vais vous faire une expérience très, très rapide, très courte. Je vais vous demander de me dessiner une fleur. Alors vous allez prendre une feuille de papier, un crayon sur votre table de travail, dans votre environnement de travail, et vous allez me dessiner une fleur. Voilà, je vous laisse 3 secondes pour me dessiner une fleur. C'est une expérience que Darras a menée pendant des années avec des enfants, avec des adultes, avec des enseignants, avec des instituteurs, etc. Alors voilà, je pense que vous avez eu le temps de dessiner, de faire un petit croquis d'une fleur. Et puis, je ne sais pas à quoi ressemble votre fleur, mais dans nos milieux européens classiques, la fleur que les gens dessinent traditionnellement, c'est une fleur qui ressemble à ça. Vous la voyez s'afficher, ça ressemble à une marguerite. Alors, plus de 80% des gens dessinent une marguerite. Pourquoi? Parce que c'est la marguerite est le prototype de la fleur dans notre environnement, dans notre culture. Une marguerite est la fleur type, celle à laquelle nous nous référons intellectuellement et mentalement quand on nous parle de fleurs et qu'on nous demande de dessiner une fleur. Et du coup, quand vous me demandez de dessiner une fleur, je ne vous dessine pas une fleur que je vois devant moi ou que j'imagine, je vous dessine la fleur telle que j'ai mémorisé une représentation prototypique de la fleur dans mon environnement, dans mon milieu, dans ma culture. Darras nous dit, il y a quelques personnes, un pourcentage beaucoup moins grand, qui dessinent parfois une fleur tulipée, donc qui ressemble à une tulipe. Et vous voyez, la deuxième fleur qui s'affiche là, c'est une représentation d'une tulipe, représentation synthétisée, représentation schématique. Et donc, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que ça montre bien qu'un certain nombre de schémas d'icônes, de représentations visuelles, sont en fait des résumés cognitifs et sont le résultat de la mise en dessin de notre connaissance de l'objet et non pas du tout de ce qu'on voit. Et ça, c'est fondamental. Ce que j'aimerais bien que vous reteniez de ce modèle de Darras, c'est cette division entre deux grandes catégories de représentation visuelle, celles qui fonctionnent à la perception et qui sont très proches des images visuelles perceptives, et d'autre part celles qui sont liées à la cognition et qui sont des représentations qu'il appelle figuratives et qui procèdent de la reconfiguration de notre connaissance de l'objet. Et ce sont ces traits que nous connaissons de l'objet que nous tentons de représenter graphiquement. Voilà. Eh bien, je vous remercie et à très bientôt.